Une brève histoire du stoïcisme. Avant d'être une philosophie avec des livres, des discours et des maîtres, le stoïcisme est né comme un abri, un lieu invisible où des hommes et des femmes, écrasés par des temps d'incertitude, pouvaient respirer. Ce n'était pas un luxe intellectuel, c'était une nécessité de survie. Comme quelqu'un qui, au milieu d'une tempête, trouve un rocher ferme et décide de s'y accrocher, sans même savoir combien de temps la mer va gronder. Sénèque parlait du navire au milieu de la tempête. Il ne s'agit pas de contrôler la mer, mais de tenir fermement le gouvernail, même lorsque les vagues semblent vouloir l'arracher de vos mains. L'histoire montre que, pour certains, le chaos est la fin. Pour d'autres, c'est le fondement de quelque chose de nouveau. Marc Aurèle a gouverné non seulement un empire, mais aussi un territoire plus difficile, lui-même. Au milieu des guerres, des maladies et des trahisons, il a appris que la bataille la plus rude est celle qui est menée en silence, quand personne ne regarde, et que la vraie victoire est de garder l'âme inébranlable même lorsque tout autour d'elle se fragmente. Et avant eux, à Athènes, il y avait un endroit qui ne ressemblait ni à un temple ni à une forteresse, mais qui contenait un peu des deux, la Stoa Poikile, le portique peint. Là, sous des colonnes qui gardaient l'écho des pas et des voix, on apprenait à vivre avec fermeté et vertu. Ce n'était pas un espace pour réciter des théories, mais pour entraîner l'esprit et le caractère comme un forgeron modèle le fer, avec patience, répétition et chaleur. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et trouvons dans ces anciens murs quelque chose que nous recherchons encore. Parce que la fin de clarté, de dignité et de paix pratique n'est pas seulement un caprice moderne, c'est un instinct humain qui traverse les siècles. Nous cherchons encore un point fixe au milieu des courants. Nous avons encore besoin de quelque chose qui nous enseigne à être dans le monde sans nous laisser emporter par lui. Et peut-être qu'en suivant cette brève histoire, nous pourrons nous rendre compte que le stoïcisme n'est pas seulement un récit du passé, c'est une carte pour ceux qui naviguent encore. L'histoire du stoïcisme commence ironiquement par un désastre. Zénon de Citium, un marchand phénicien, a tout perdu lorsque son navire a fait naufrage. Parmi les débris, il n'y avait pas de marchandises à sauver, juste sa propre vie, et une question qui allait changer le cours de la philosophie. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être conservé lorsque la mer emporte tout? En marchant à travers Athènes, sans destination et sans fortune, Zénon a trouvé les paroles de Socrate et, plus tard, les enseignements qui le conduiraient à fonder sa propre école, non pas dans un palais, mais dans un espace ouvert, un portique accessible à tous. Le naufrage de Zénon est plus qu'un épisode biographique, c'est une métaphore vivante du noyau stoïcien. Dans le stoïcisme, la perte n'est pas synonyme de ruine. Au contraire, c'est un point de départ. Ce qui est perdu révèle ce qui n'a jamais été à nous de droit. Et ce qui reste, la raison, la vertu, le courage, est la vraie forteresse. Sénèque rappellerait, des siècles plus tard, que les difficultés fortifient l'esprit, de la même manière que le travail fortifie le corps. L'idée de transformer la tragédie en fondation est profondément contraire à la réaction instinctive. La plupart s'accrochent à ce qui coule, comme celui qui essaie de retenir l'eau avec ses mains. Zénon, cependant, a appris à lâcher prise. Ce geste d'abandon, qui semble être une faiblesse, est en fait le premier acte de maîtrise intérieure. C'est le début d'une vie menée non par la possession, mais par le discernement. Ainsi, le stoïcisme naît du chaos, mais il ne s'en nourrit pas. C'est comme le feu qui consume le bois et, malgré tout, reste pur, s'adaptant à ce qu'il reçoit sans perdre son essence. Ce qui a commencé par un naufrage deviendrait un phare pour ceux qui, encore aujourd'hui, ont besoin de trouver une direction lorsque toutes les routes semblent submergées. La Stoa Poikile n'était pas seulement un décor architectural, mais un symbole de résistance silencieuse. Entre des colonnes peintes de scènes de batailles et de victoires, les hommes et les femmes apprenaient que la guerre la plus importante n'était pas menée avec des lances ou des épées, mais avec son propre esprit. Là, chaque pas résonnait comme un rappel. Vivre avec vertu est plus difficile que de vaincre un ennemi extérieur. Le portique, ouvert et public, montrait que la connaissance ne devait pas être enfermée derrière des portes en marbre. Elle était partagée, comme le feu d'une torche qui en allume une autre sans perdre son propre éclat. Dans cet espace, philosophes et citoyens ordinaires se mélangeaient, débattant non pas pour montrer leur érudition, mais pour affiner leur caractère. La Stoa était une école, mais aussi un refuge pour ceux qui cherchaient une boussole morale en des temps d'incertitude. La présence de la communauté était vitale. Le stoïcisme ne se construit pas seulement dans l'isolement, il se forge aussi dans la friction avec les autres, comme le fer qui est trempé au contact d'un autre fer. Les conversations,
les corrections et même les silences partagés créaient un environnement où la vertu était pratique, pas seulement proclamée. Chaque rencontre sous le portique était un exercice de patience, de maîtrise de soi et d'écoute. Ainsi, la Stoa n'était pas seulement un lieu physique, mais un état d'esprit, un espace interne de fermeté et de clarté que chaque pratiquant portait en lui. Même loin des colonnes d'Athènes, la vraie Stoa vivait chez ceux qui, en partant, gardaient un regard serein face aux marées imprévisibles de la vie. Quand le stoïcisme a traversé la mer et est arrivé à Rome, il a cessé d'être un simple exercice philosophique pour devenir une philosophie de vie pratique, modelée par le poids et l'urgence de l'Empire. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont hérité des idées grecques, mais ont dû les traduire pour un scénario où les intrigues politiques, les guerres et la décadence morale faisaient partie de la routine. À Rome, il ne suffisait pas de contempler la vertu, il fallait l'appliquer dans le feu de l'action des décisions quotidiennes. Sénèque, conseiller d'empereur, écrivait des lettres qui étaient à la fois des avertissements et des consolations, rappelant que la richesse et le pouvoir ne protégeaient personne de la brièveté de la vie. Épictète, né esclave, a prouvé que la vraie liberté ne dépendait pas des chaînes ou des titres, mais de la maîtrise de ses propres pentes. Marc Aurèle, empereur, gouvernait un empire de ses mains et lui-même de son esprit, notant dans ses méditations des rappels que le trône ne le rendait pas à l'abri de la fragilité humaine. Le stoïcisme romain ne s'intéressait pas à la nature des étoiles pendant que le monde s'effondrait. Il voulait savoir comment maintenir sa dignité face à la calomnie, comment supporter la douleur sans se corrompre, comment avancer quand l'espoir semblait être une monnaie rare. C'était moins une question de spéculation et plus de survie avec honneur. Et c'est ici que le stoïcisme révèle son cœur pratique. Bien vivre même entouré d'adversité, non pas en attendant que le monde devienne plus juste ou que le temps se calme, mais en choisissant de cultiver un espace interne qu'aucune marée ne peut envahir, un espace où la sérénité est construite comme une forteresse, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'aucune tempête ne puisse l'abattre. Au cœur du stoïcisme, il y a un principe aussi simple qu'exigeant, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Cette frontière invisible est en même temps un bouclier et une épée. Celui qui ne la reconnaît pas devient l'esclave de forces externes, réagissant au hasard comme un bateau sans gouvernail. Celui qui la comprend, en revanche, découvre que la liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de maintenir son intégrité même lorsque rien ne se passe comme prévu. Cette idée n'est pas une invitation à la passivité, mais à la lucidité. Le stoïcien ne nie pas la douleur, ne fait pas semblant que le malheur est sans importance. Il refuse simplement de céder sa paix à quelque chose qu'il ne peut pas changer. Sénèque disait que la vraie félicité et de jouir du présent sans dépendre anxieusement du futur. Cela ne signifie pas de l'indifférence, mais la culture d'une attention radicale au moment que l'on vit. La paix, pour le stoïcisme, n'est pas l'absence de problèmes, c'est la liberté face à eux. C'est le marin qui, même avec des vents contraires, ajuste les voiles et maintient son cap. C'est la montagne qui, bien qu'entourée de tempêtes, reste immobile à sa base. C'est la flamme qui danse au vent, mais ne s'éteint pas. C'est le cœur de la doctrine, le choix quotidien de ne pas se perdre dans ce qui échappe à notre contrôle, tout en agissant avec fermeté sur ce qui est à notre portée. Une discipline silencieuse, mais profonde, qui transforme le chaos inévitable en un terrain d'entraînement pour l'âme. Sénèque rappelait que la vie est assez longue pour celui qui sait comment l'utiliser, mais trop courte pour celui qui la gaspille dans des distractions, des ressentiments et des batailles inutiles. Cet avertissement résonne comme une ancienne cloche, rappelant que le temps n'est pas un fleuve sans fin, mais un courant rapide qui ne revient pas. Chaque jour vécu sans conscience est comme de l'eau qui s'échappe entre les doigts. Épictète, à son tour, nous offre la clé pour naviguer dans ce courant. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons sur elles. Le monde peut nous offrir des performances et des défis, mais ce qui modèle vraiment notre expérience est la façon dont nous choisissons d'interpréter chaque. C'est la vraie forteresse, une citadelle intérieure construite avec attention et discernement. L'histoire du stoïcisme n'appartient pas seulement à des hommes vêtus de toge, prononçant des discours sous des portes ou écrivant des traités à la lumière de lampes à huile. Elle appartient à toute personne qui, au milieu d'une journée difficile, prend une grande respiration et décide d'agir avec clarté. Elle vit en ceux qui, même quand le monde les serre, maintiennent leur dignité intacte. Et ainsi nous revenons à la métaphore du gouvernail. La mer change tous les jours, parfois calme, miroir, d'autres fois féroce comme un animal indomptable. Mais pour celui qui a appris à tenir ferme, chaque changement de vent n'est qu'une nouvelle route. Parce que
Au final, ce n'est pas la mer qui décide où nous allons, c'est la main qui maintient le cap, même lorsque l'horizon semble trop lointain pour être atteint.